Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage à Cournon, tout près de Clermont-Ferrand. Effectivement, quels sont les grands enjeux de la FNSEA? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Alors, c'est une émission en partenariat La Montagne TV Agri. Alors, on accueille Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de la FNSEA. Juste à vos côtés, Patrick Ménézy, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de la FNSEA. Juste à gauche, Bruno Dufayet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale bovine et juste à vos côtés, Dominique Diogon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour La Montagne. Christian Lambert, la première question, c'est une étape importante, ce qu'on appelle les EGA, les États généraux de l'alimentation. Où en est-on aujourd'hui? Que va-t-il en sortir? La phase 1 touche à sa fin. Le premier chantier qui était création de valeur et répartition de la valeur, qui a beaucoup occupé dans 7 ateliers. Le président de la République doit s'exprimer dans 5 jours et nous sommes au dernier réglage pour qu'il annonce des choses vraiment concrètes qui permettront de retrouver des prix et donc de retrouver du revenu pour les agriculteurs. Je rappelle que ces états généraux de l'alimentation sont nés des manifestations agricoles portées par FNSEA et jeunes agriculteurs depuis 2 ans pour dire attention, les prix dévissent, les agriculteurs ne s'y retrouvent pas du tout, il faut reconstruire des prix en marche avant. Donc on attend beaucoup des annonces du président de la République. Dominique. Oui, Patrick, vous avez participé aux ateliers. Quels seront les outils concrets qui vont permettre de ramener de la valeur dans les exploitations? Alors très concrètement, on a tout un tas de règles économiques et qui gèrent nos relations commerciales qui jusqu'ici sont faites pour écraser les prix. Qu'elles soient françaises ou européennes, on est sous des législations qui sont faites pour baisser les prix, pour avoir des prix bas. Nous, ce qu'on a essayé de porter au niveau de ces États généraux, c'est d'avoir des règles françaises et européennes qui soient faites pour protéger le revenu des agriculteurs. Donc il y a une panoplie de dispositifs qui seront mis à proposition du gouvernement. Ça va des prix abusivement bas qui doivent être interdits, qui doivent être interdits et respecter les coûts de production, toute la chaîne contractuelle qui doit être liée aux coûts de production, aux coûts de revient des agriculteurs, et puis également tout un tas de dispositifs qui permettent d'arrêter la guerre de prix, notamment de gérer les promotions et le seuil de revente à perte également. Donc c'est vraiment, on est vraiment en attente de décisions politiques sur ce sujet, avec le droit de la concurrence également qui ne nous sont pas favorables. Christiane Lambert, vous voulez compléter? Oui, c'est l'heure de vérité. Patrick l'a dit, nous avons un arsenal d'outils. Et on voit bien sur la place parisienne qu'aujourd'hui, Michel-Édouard Leclerc tape fort parce qu'il conteste beaucoup un des dispositifs, un seul, le seuil de revente à perte. Michel-Édouard Leclerc est le roi du prix bas depuis toujours, c'est sa culture, c'est sa génétique. Et nous disons, le pouvoir d'achat des consommateurs a beaucoup fait au détriment du pouvoir d'achat des producteurs. Mais aujourd'hui, on est à un point de bascule. S'il n'y a pas un retour de valeur côté producteur, il y a des abandons d'activité. Ça ne peut pas tenir. Donc nous avons travaillé. Nous savons qu'il n'est pas d'accord, mais on voit aujourd'hui des entreprises, des industriels, grands, moyens, petits, et même des distributeurs, être plutôt à nos côtés pour dire qu'il faut commercer autrement. Il faut arrêter de penser qu'au prix bas. Dominique. Quand il annonce des augmentations de prix de 5 à 15%, qu'est-ce que vous lui répondez? C'est faux, archi faux. Puisque M. Leclerc brandit aujourd'hui que ça va représenter plus 1,4 milliard pour les consommateurs. Si on divise par 66 millions d'habitants, ça fait 2 € par habitant et par an. Si pour 2 € par habitant et par an, on arrive à redonner de la rentabilité aux agriculteurs pour tenir leurs exploitations agricoles, franchement, ça vaut la peine. Et vraiment, les consommateurs, ils sont prêts, ils le disent. Les Français aiment leurs agriculteurs. Et un sondage de l'IFOP en 2015 affirme que 56% des Français sont prêts à payer plus si les centimes reviennent aux producteurs. Donc tous les outils qu'a décrit Patrick Ménézy, l'arsenal d'outils, c'est pour faire en sorte de remonter les prix et de faire en sorte que ça revienne jusqu'à l'agriculteur, jusqu'au producteur. C'est ça l'enjeu des États généraux. Alors le vieux monde, c'est Michel-Édouard Leclerc et ses prix bas. Le nouveau monde de la consommation et de l'agriculture avec les consommateurs, c'est de dire l'alimentation a un prix. On ne peut pas se nourrir pour rien du tout, avoir des exigences premium en France sur le sanitaire, le bien-être, l'environnement, et aller acheter low cost le samedi dans les supermarchés. Ça ne tient pas. Oui, on va donner la parole à Bruno Dufayet par rapport à la démarche engagée par la FNB sur l'inclusion des coûts de production à travers la démarche éleveurs et engagés. Vous l'avez lancée il y a 1 an. Où en est cette démarche et quelles sont les perspectives de développement pour l'avenir?
Alors la démarche, effectivement, on a lancé au sein de la FNB une démarche éleveur et engagé il y a un an de ça. Donc en fait, le principe est de faire reconnaître la notion de coût de production et de la faire reconnaître par les distributeurs. Donc c'est un engagement entre les éleveurs via la FNB et les distributeurs. Ces derniers s'engagent justement à rémunérer les éleveurs à hauteur des coûts de production et à répondre aussi, ce que disait très bien Christiane, à une attente des consommateurs. C'est d'être sûr que ce qu'ils peuvent mettre en plus revienne bien dans la poche de l'éleveur, et donc cette démarche permet de le garantir. Donc aujourd'hui, on a la quasi-globalité des distributeurs qui se sont engagés dans la démarche, mais avec des comportements très divers entre eux. On a des distributeurs, Système U, Carrefour, qui sont vraiment très actifs dans notre démarche, Casino, Auchan, Lidl qui sont en train de développer la démarche, Intermarché qui a l'air de vouloir se lancer dans la démarche depuis peu, et Leclerc qui donne aujourd'hui des leçons à tous les Français, qui pour le coup s'est engagé il y a un an, mais n'a rien mis en place au niveau de son groupe de distribution. Donc ça illustre bien des fois chez ce monsieur la différence qu'on peut avoir entre son discours et ses actes. L'autre grand dossier, c'est le CETA et surtout le Mercosur, ce nouvel accord là qui est en train d'être négocié. Patrick Bénézy, c'est vous qui avez le micro. Disons que là, il y a aussi une liaison à faire avec la deuxième partie des EGA. Expliquez l'enjeu, s'il vous plaît. Des États généraux. Aujourd'hui, on a signé un accord avec le Canada. Nous, on est monté très fortement au créneau au niveau de la FNSEA, mais aussi des associations spécialisées, puisque nous, on considère que c'est un mauvais accord. Aujourd'hui, on signe des accords de libre-échange avec notamment un pays qui est le Canada, qui laisse en circulation chez lui 46 substances interdites en Europe. C'est-à-dire 46 substances interdites chez nous qui sont autorisées au Canada. Ça va de certains pesticides, en passant par les antibiotiques, les activateurs de croissance, les hormones. Donc on ne peut pas constamment demander aux agriculteurs français et européens de faire mieux, ce que nous faisons, ce que nous sommes prêts à faire encore, mais en les mettant en concurrence avec des pays comme le Canada qui ne respectent pas ça. Et pire encore, mais peut-être au niveau viande, Bruno dira quelque chose là-dessus, c'est l'offre de prix qui a été faite, l'offre de volume qui vient d'être faite au niveau du Mercosur, c'est-à-dire en gros le Brésil, où là pour le coup, toutes les substances qui ont été inventées sur la planète sont en libre circulation dans des pays où effectivement la sécurité et l'ordre est quand même relativement difficile à établir. Christian Lambert. Ce que dit Patrick Bénézy amorce le débat de la deuxième partie des États généraux de l'alimentation. On ne va pas assister dans cette deuxième partie qu'à l'alimentation durable demain, à des exigences toujours premium pour les producteurs français, mais des frontières toujours plus ouvertes. Il faut que les consommateurs comprennent que quand ils posent en tant que citoyens des exigences très qualitatives et haut de gamme, ça a un coût dans nos exploitations. C'est du travail en plus, c'est des coûts en plus, c'est de la qualité en plus, c'est des garanties en plus. Mais si en même temps les frontières s'ouvrent et que tout le monde va acheter du low cost, on va vivre exactement la même chose que pour le textile ou les chaussures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fabrication française parce que c'est trop cher et on n'y arrive plus. Ce sont des produits chinois, taïwanais, indonésiens qui arrivent. Tout le monde a des chaussures aux pieds, mais elles ne sont plus du tout faites en France premium. Et nous, agriculteurs, notre métier, il est ancré sur les territoires. L'agriculture française est une vraie chance pour les territoires. C'est de l'activité économique, c'est de l'emploi, c'est de la valorisation des espaces, c'est du paysage, c'est de la capture carbone. Rien ne peut remplacer ces services rendus par l'agriculture. Donc il faut dire l'alimentation française, c'est aussi maintenir tout ça. Mais Bruno de Fayet, moi j'avais Mathias Fekl, quand il était ministre, donc secrétaire d'État au commerce extérieur, qui me disait, vous inquiétez pas, on maîtrise la situation pour le CETA, et on a l'impression qu'on a eu un accord un peu dans le dos, et vous n'avez pas pu vous y opposer. Le Mercosur, vous êtes optimiste ? On est optimiste. On est dans le combat, je vais dire, sur le Mercosur. Le CETA, on a encore la possibilité en France de ne pas ratifier au niveau du Parlement. Ça n'a pas l'air d'être vraiment rentré dans les têtes de nos députés, mais on peut encore influencer les choses au niveau du CETA. Sur le Mercosur, on est déjà au travail. Et en plus, on est au travail de façon très collégiale au niveau européen. On a des pays, demain l'Irlande manifeste, ou aujourd'hui même, l'Irlande manifeste dans son pays pour s'opposer à une offre de la part de l'Europe pour rentrer des viandes supplémentaires et un contingent de viande bovine. La France est aussi au travail. Nous avons déjà interpellé les pouvoirs publics. Et je pense que ce qu'il faut aussi retenir et ce qu'il faut expliquer aussi aux citoyens, aux consommateurs, c'est ce qu'ont très bien dit Patrick et Christiane sur l'incohérence des politiques. À l'heure des États généraux, on est très actifs, on a beaucoup d'espoir sur les États généraux et on nous amène, on est prêt à ouvrir nos frontières à une viande produite dans des conditions complètement différentes. Il y a une incohérence politique qui pourrait remettre en cause
toute la bonne volonté de chacun sur les états généraux pour aboutir à des solutions pour l'élevage pour l'agriculture française et le consommateur. Donc on est au travail, on est au combat, on va essayer de peser de tout notre poids, on va peser tout notre poids auprès de tous nos décideurs pour bloquer toute cette initiative sur des accords de libre-échange, notamment sur le Mercosur. Dominique. Oui, précisez un petit peu votre position par rapport au commerce, à l'ouverture des frontières. Vous n'êtes pas contre le commerce, vous êtes contre un commerce déloyal. C'est ça, expliquez un petit peu, parce que la FNB porte une démarche export sur des marchés émergents. Oui, tout à fait. Merci pour cette question. Voilà, nous, en fait, déjà, on n'est pas anti-accord de libre-échange. C'est-à-dire qu'on a des possibilités de sortir de ces accords-là des secteurs d'activité sensibles, comme les produits aujourd'hui alimentaires. Donc nous, ce qu'on demande, c'est d'exclure la viande bovine de ces accords-là. Et puis, on pourrait effectivement nous dire, c'est paradoxal, vous êtes contre les accords de libre-échange et vous avez une stratégie export. La différence, c'est qu'au niveau de la FNB, notre stratégie d'export, c'est d'aller dans des pays où il n'y a pas de production, où il y a une demande de consommation. On est prêt, nous, à apporter, justement, on est reconnu pour la qualité de nos produits, la qualité de notre viande. On est prêt à l'exporter sur des pays non producteurs où il y a un besoin de consommation. À l'inverse des accords de libre-échange, où on ramène dans des pays déjà producteurs un contingent de viande qui va venir déstabiliser un marché qui est déjà très tendu. Autre sujet important, la PAC, d'autant plus qu'il y a cette incertitude avec le Brexit. Est-ce qu'on aura une PAC en 2020? En est-on certain? Oui, il y aura une PAC en 2020. Elle fait l'objet de beaucoup de débats aujourd'hui. Et là aussi, il faut une vraie cohérence. Lors de la COP21, nous avons mesuré combien la sécurité alimentaire était fragile. Elle a été mise au-dessus même des enjeux climatiques et enjeux alimentaires. Quand les gens n'ont pas à manger, les populations se déplacent. Produire une alimentation saine, sécurisée, ça nécessite une politique publique. Tous les continents l'ont compris. L'Europe l'affirme et nous l'affirmons fortement. Et nous, ce que nous prônons, c'est une agriculture compétitive, durable et résiliente. La double performance, on connaît. Produire et respecter l'environnement. Produire et satisfaire les exigences alimentaires. La première des choses, c'est qu'il faut un budget. Le Brexit fait qu'il y aura une diminution du budget, mais nous souhaitons que les chefs d'État affirment aussi que les priorités qui peuvent exister par ailleurs, comme la défense, l'innovation, la politique pour les migrants, sont des bonnes politiques à construire, mais il ne faut pas le prendre sur le budget de l'agriculture, qui a besoin aujourd'hui de remplir plus d'exigences. Et celui qui l'a le mieux dit, c'est Phil Hogan, le commissaire européen. Je le cite, on ne peut pas demander toujours plus à l'agriculture et penser à un budget inférieur. Si baisse il y a, elle doit être la moins importante possible, mais nous nous battons surtout pour dire quand on demande plus à l'agriculture, il faut un budget à la hauteur. Et nous l'avons dit à M. Macron, nous avons écouté de très près son discours à la Sorbonne la semaine dernière, où il a affirmé qu'il fallait une PAC, certes différente, mais qu'il fallait défendre une politique agricole commune. Dominique. Assurer l'avenir de la PAC, c'est peut-être aussi gagner la bataille de l'opinion et prouver que l'agriculture européenne a toute sa place et même un vecteur de stabilité pour l'avenir. Les Français aiment l'agriculture, les Européens aiment l'agriculture. Mais aujourd'hui, un certain nombre d'associations militantes ou de partis politiques critiquent l'agriculture telle qu'elle est en disant il faut faire plus de ci, plus de ça. Ils ne disent pas toujours comment. Et donc ceux-ci remettent en question. Mais globalement, vous interrogez les Français dans la rue, la PAC, ils ne connaissent pas. Donc oui, il faut comprendre pourquoi l'agriculture, c'est important. Et derrière l'agriculture, c'est aussi une civilisation à la française. Le Massif central ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas l'élevage, s'il n'y avait pas tout ce que l'économie agricole des productions, que ce soit la viande, les fromages, le lait, etc., apporte aujourd'hui. Et nous avons besoin d'expliquer mieux les aménités positives, les contributions positives de l'agriculture. 14% des emplois français sont liés à l'agriculture. 9 milliards d'euros en positif dans la balance commerciale viennent de l'agriculture. Et nous avons eu fait jusqu'à 14 milliards d'euros. Avoir des entreprises agroalimentaires partout, sur tous les territoires, des signes officiels de qualité, des emplois qualifiés, non qualifiés, grâce à l'agriculture. Franchement, dans un département comme le Cantal, très bien représenté ici autour de la table, il y a plus de vaches que d'habitants. Si on affaiblit l'agriculture, qu'est-ce qui va rester de ce département? Donc oui, vous avez raison, il faut qu'on explique mieux que la PAC, ce n'est pas que des chèques pour les agriculteurs, c'est des emplois, une économie sur des territoires, et c'est aussi du manger français et sain. C'est le plaisir de bien manger en toute garantie pour l'ensemble des contributeurs. Et beaucoup d'élus politiques l'ont un peu oublié. Nous avons aussi à convaincre les nouveaux députés qui arrivent aujourd'hui et qui méconnaissent l'histoire de la PAC. Je crois que vous allez profiter des États généraux pour la semaine prochaine aller à la rencontre des Parisiens, place de la République.
C'est cet objectif-là, c'est de renouer le contact avec le consommateur. Il y a deux messages pour cette journée du 11 octobre, place de la République, de 9h à 16h. Parler aux Parisiens et expliquer la réalité de l'agriculture et dire l'alimentation a un prix. Vous ne pouvez pas indéfiniment consacrer moins de budget à l'alimentation parce que vous consacrez plus au smartphone, à l'habillement, au loisir, au logement, au transport. On ne peut pas manger toujours moins cher et manger bien. Pour soutenir les agriculteurs et pour soutenir l'agriculture française sur l'ensemble des territoires, l'alimentation a un prix. Et nous voulons le dire aux Parisiens, nous voulons le dire aussi aux médias parisiens, et nous voulons aussi porter qu'aujourd'hui les agriculteurs ne comprennent pas pourquoi il y a une telle dichotomie entre vous êtes bien les agriculteurs, on vous veut, on vous aime, mais on ne paye pas vos produits. Tout ce qu'il y a derrière l'agriculture tombera s'il n'y a pas, par le retour pris dans l'économie des exploitations agricoles, sur nos comptes en banque, des centimes qui reviennent sur le kilo de viande, sur le litre de lait, sur le kilo de porc. Donc tout est lié. Et c'est un dialogue aussi pour amorcer la deuxième partie des États généraux de l'alimentation que nous portons vraiment. Alors j'en reviens aux États généraux puisque vous en parlez. Quelque part, chaque fois qu'on s'adresse au gouvernement aujourd'hui, il vous dit attention, il y a les États généraux, attention, il y a les États généraux. Ils n'ont pas l'impression de gagner un peu du temps avec ces États généraux? Alors, il y a les États généraux, mais il n'y a pas que les États généraux. Il y a aussi la fiscalité, la loi de finances, d'autres dispositifs, et notamment sur le budget qui a été présenté la semaine dernière, il y a deux grosses déceptions. Un, l'abandon de la mesure de 7 points de baisse des cotisations maladie pour les agriculteurs. Pas normal que cette mesure de compétitivité qui avait été donnée par Emmanuel Valls soit changée totalement par le gouvernement actuel. Son financement n'avait pas été suffisamment prévu, mais ça c'est l'affaire du ministère de l'Agriculture et du gouvernement. Nous, agriculteurs, nous ne cautionnons pas du tout et nous l'avons dit fermement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au moment où l'agriculture est concernée très fortement par la volatilité des prix, toutes les productions, nous demandons depuis longtemps une épargne de précaution, c'est-à-dire donner de la latitude fiscale aux exploitations, mettre de l'argent de côté quand ça va bien pour le réinjecter quand ça va moins bien. Monsieur Macron l'avait entendu, en avait fait une promesse de campagne, et aujourd'hui, Monsieur Macron, président, ne le met pas dans la première loi de finances qu'il propose. Ça ne va pas. Donc vraiment, sur ces deux sujets, nous avons crié fort et nous allons continuer à le dire à tous les parlementaires pour essayer, via des amendements, de changer les choses dans le document final. Mais vous avez raison, il n'y a pas que ces sujets, il y a aussi toutes les interdictions réglementaires qui nous arrivent les unes après les autres. Il y a beaucoup d'incohérences dans ce gouvernement et on a toute liberté de dire on travaille dans les OGA, mais on est très vigilant sur ce qui se passe à côté aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est le gouvernement du « je gagne le temps »,« je gagne du temps ». Est-ce que, par exemple, Stéphane Travert, il correspond, il répond à vos demandes, ou chaque fois qu'on le voit dans les réunions, il dit « attention, je note, je prends en compte ». Est-ce que vous avez l'impression d'avoir aujourd'hui un ministre à l'Agriculture qui vous écoute? Monsieur Travers écoute les agriculteurs et sur différents sujets, il est monté au créneau pour défendre les agriculteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les débats qui nous arrivent, on voit bien qu'il y a d'un côté les distributeurs qui crient fort et qui disent on ne veut pas de ci, on ne veut pas de ça. Certaines ONG environnementales qui critiquent aussi et qui crient fort en disant on veut plus d'interdictions. Il n'y a pas une partie facile. Donc nous, le parti que nous avons pris, c'est de dire c'est le ministre de l'Agriculture, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est notre ministre. On travaille avec lui, on argumente, on amène des documents et on essaye de faire en sorte que sa parole soit plus forte dans les débats qui arrivent aujourd'hui. Dominique? On n'a pas parlé du bio, de la problématique des aides au niveau des régions, de cette enveloppe qui est plus suffisante maintenant par rapport à l'essor de cette production. Comment arriver à retricoter la PAC pour permettre un équilibre entre les productions et le développement de cette production qui est prisée de plus en plus par le public, pour éviter les importations massives qui viennent concurrencer l'agriculture française. Deux chiffres. Aujourd'hui, la consommation en bio, c'est 7 milliards d'euros. Ça compte et il faut voir que ça augmente de plus de 10% chaque année. 76% de l'alimentation bio consommée en France est d'origine française. Ça veut dire qu'on importe encore certains produits bio. Donc il faut développer la production française. Il faut plus de conversion d'agriculteurs en agriculture biologique, mais il faut construire des filières de rentabilité sur l'agriculture biologique. L'aide à la conversion était sur 3 ans, elle a été portée sur 5 ans. C'est un soutien qui a été amplifié pour les agriculteurs en bio. L'explosion des demandes fait qu'il n'y a pas assez d'argent. Mais si c'est une priorité, que l'État se débrouille pour trouver l'argent, mais n'aille pas pomper sur les non-bio pour donner
aux agriculteurs en agriculture biologique. Bien sûr, c'est complexe de le dire ainsi, mais dans les états généraux aussi, nous portons un vrai prix pour les produits bio qui, ayant plus d'exigences, doivent être plus chers. Parce que si, comme Leclerc le dit, le bio moins cher, c'est chez Leclerc, et plus de bio, c'est chez Leclerc, mais c'est plus de bio moins cher et importé. Donc pour les produits bio, tirez les prix vers le haut, sinon c'est toutes les productions classiques qui vont elles aussi trinquer et être tirées vers le bas. Bruno Dufayet, comment vous intégrez la montée du phénomène vegan? Est-ce qu'aujourd'hui vous le prenez en compte ou est-ce que vous dites c'est minoritaire, mais sur le plan médiatique, c'est pas minoritaire? Alors si j'avais la maîtrise du plan médiatique, ça serait bien moins présent, c'est sûr. Ensuite, nous, la montée en puissance du phénomène vegan n'est pas une priorité en tant que soi. Ça veut dire qu'on a, suivant les chiffrages, entre 0,5 et 2% de végétariens. Là-dedans, il y a un pourcentage de vegan. Ce qui veut dire qu'on a au moins 98% de Français qui mangent de la viande. Donc tout notre travail, c'est de répondre à toutes les questions que peuvent avoir ces Français sur la viande. Et il y a des questions. À un moment, on n'a peut-être pas pris le temps justement assez d'expliquer ce qu'on faisait. Il y a une déconnexion qui s'est faite avec le citoyen, avec le consommateur. Notre stratégie est bien axée sur ces 98% de Français qui mangent de la viande, de répondre à leurs questions, de rassurer ces consommateurs sur nos méthodes de production, de ramener aussi notre modèle d'élevage tel qu'on l'a en France à l'échelle de la planète pour voir si finalement il n'est pas plus vertueux que les autres. On en est convaincu. Donc notre stratégie est là-dessus. On écoute, on regarde, on entend, mais on a tellement de chantiers à mener sur nos productions et sur justement la finalité de nos productions qui est la viande et d'explications à apporter sur la viande qu'on n'a pas une stratégie bâtie sur le véganisme ou la montée du véganisme dans les médias. Tout dernier débat, le glyphosate, c'est un débat médiatique, c'est un débat économique aussi. J'ai vu quelque part que c'est une dépendance de 2 milliards pour la compétitivité de la ferme France. C'est 2 milliards pour l'agriculture, c'est 500 millions d'euros pour la SNCF. Le débat est très mal parti parce qu'il a été abordé de façon polémique avec des postures dans notre pays. 3 agences sur 4 disent il n'y a pas de problème, une agence sur 4 dit il y a un problème, que les scientifiques se mettent d'accord. Notre credo à nous, agriculteurs, utilisateurs, c'est les scientifiques doivent trancher. Mais franchement, aujourd'hui, le débat tel qu'il est posé avec une diabolisation de ce produit, c'est pas normal du tout. Et s'il y a demain des solutions, les agriculteurs peuvent évoluer. Ce que dit l'INRA, ce que disent les boîtes, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative crédible, tant économiquement que techniquement. Donc, de grâce, abordons le sujet du glyphosate et des phytos de façon un peu plus pragmatique, un peu moins diabolisée, et tout le monde y gagnera. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Alors, vous avez édité un nouveau numéro de La Montagne Entreprendre. Dominique, il est consacré à la viande bovine, une filière de poids, mais il y a d'autres articles aussi, non ? Oui, comme chaque année, nous consacrons le numéro de rentrée de La Montagne Entreprendre à l'agriculture et à l'élevage à l'occasion du sommet. Et cette année, nous avons fait un focus sur la filière bovine avec une interview de Bruno Dufayet, nouveau président de la FNSEA, de la FNB, pardon. C'est Christiane qui me perturbe. Et donc nous voyons tous les maillons de cette filière de la production de maigre jusqu'à la production de viande haut de gamme dans l'Allier chez Puy-Grenier. Et nous finissons le sujet avec un chef 2 étoiles originaire du Cantal qui est installé à Singapour, Julien Royer. Un superbe numéro avec une superbe photo, effectivement. Et un très grand bravo à la presse quotidienne régionale qui traite de mieux en mieux les sujets agricoles. Et ça nous fait du bien. Parce que dans la presse nationale, parfois c'est un peu compliqué. Donc voilà. Un grand merci. Le compliment. Christiane Lambert, merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.